Dalila avait dit, ne t'inquiète pas, ma fille, ne t'inquiète pas. Je connais un sage qui va tout arranger, je vais t'emmener vers lui. Il s'arrangera et après, quand ton mari reviendra, vous ferez l'amour et vous aurez un enfant. Suis-moi. Kaltoum avait suivi Dalila dans les rues de Bagdad. Et ils étaient arrivés au marché. Et Dalila cherchait quelqu'un à spolier. Et c'est à ce moment-là qu'elle avait vu dans le marché le jeune Hassan. Marchand, fils de marchand. Elle avait dit à Kaltoum, attends-moi, 2 secondes, j'arrive. Et elle s'était approchée du jeune homme. Elle lui a dit, mon fils, je sais que ta mère cherche à te marier. Et voilà, regarde là-bas, ma fille, c'est ma fille à moi. Regarde, non seulement elle est belle, mais tu vois comme elle est richement vêtue. Allez, pour 1000 dinars, elle est à toi, tu peux l'épouser. Hassan avait dit, elle est belle, c'est vrai. Elle est richement vêtue, c'est vrai. Mais attention, je suis marchand, fils de marchand, petit-fils de marchand. Moi, la marchandise, avant de l'acheter, je veux la voir. Alors Dalila s'était penchée vers lui et lui avait dit « Suis-moi, à quelques pas de distance, et tu pourras la voir dans sa nudité. Mais n'oublie pas les 1000 dinars pour le contrat de mariage. » Et on avait vu de Bagdad par les rues la vieille Dalila avec Kaltoum et quelques pas derrière le jeune Hassan. Ils ont marché à travers les rues. Et Dalila les a amenés près de la boutique d'un teinturier. Elle savait qu'il avait des chambres à louer. Elle lui en avait loué 2. Et elle avait installé Kaltoum au 2e étage et le jeune Hassan au 1er étage. Puis elle a été voir la jeune Kaltoum. Elle lui avait dit « Ma fille, ma fille, ma fille, reste là et attends. Le sage va arriver, mais il y a un tout petit problème. Mais ne crains rien. C'est que le fils du sage, c'est un détraqué. Quand il voit une femme belle, bien habillée et richement parée, il se jette sur elle et lui arrache ses vêtements, il lui arrache ses bijoux, il lui arrache les lobes des oreilles au passage. Mais ne t'en fais pas, si tu te déshabilles, si tu me confies tes habits et tes bijoux, tu ne risqueras rien. » Et Kaltoum lui avait confié ses habits et ses bijoux. Et la vieille Dalila était redescendue à l'étage du dessous. Elle avait été voir Hassan et lui a dit, écoute, je suis désolée, mon fils, mais ma fille ne veut plus t'épouser. Il paraît que tu es lépreux. Moi, lépreux? Il avait arraché ses habits. Regarde les femmes. Et je peux tout enlever. Regarde, est-ce que j'ai une seule tache? Elle avait regardé. Ben, il n'avait rien. Enfin. Pas de tache. Alors elle avait pris les habits du jeune Hassan. Elle avait pris la bourse avec les 1000 dinars. Elle était sortie. Elle était allée vers le teinturier. Elle lui a dit, oh teinturier, tu sais, je suis très fatiguée. On a beaucoup voyagé avec mes enfants. Tu serais assez aimable, s'il te plaît, pour aller leur chercher à manger. Puis prends-toi quelque chose aussi et vous mangerez ensemble. Pendant ce temps, je garde ta boutique. Il était assez aimable. S'était éloigné. Dès qu'il avait tourné la rue, elle en avait profité pour prendre la caisse, pour prendre la plupart des affaires dans l'atelier. Et elle cherchait comment maintenant transporter tout son butin. Et à ce moment-là, elle avait vu, au milieu de la rue, un homme qui avançait et qui conduisait un âne. Oh mon ami, je suis très heureux de te voir, je suis une vieille femme très fatiguée, oh, il m'arrive un malheur. Tu sais mon fils le teinturier, on l'a injustement emprisonné. Et non seulement on l'a emprisonné, mais en plus il y a des huissiers qui vont venir et qui vont tout lui prendre. Alors moi j'ai réussi à mettre de côté quelque chose, mais je ne sais pas comment porter ça à l'abri. Serais-tu assez aimable pour me prêter ton âne? Et l'homme était assez aimable. Il avait prêté son âne. Et il lui avait dit, écoute, encore une chose, s'il te plaît, si tu peux me rendre ce service. Tu vois le bâton qu'il y a là. Pendant que je suis parti, commence à fracasser toutes les jarres de couleur. Casse tout ce qu'il y a dans l'atelier, comme ça. Les huissiers, quand ils viendront, eh ben, ils ne pourront rien prendre. Et l'homme était assez aimable. Il avait tout cassé. Et le teinturier, à ce moment-là, était arrivé. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Oh, mon ami le teinturier, je suis si heureux de voir qu'on t'a relâché. Tu n'es plus en prison. Viens. J'ai écouté ta vieille mère. Regarde, j'ai fait ce qu'elle a demandé. J'ai commencé à tout casser, mais je n'ai pas terminé. Ma mère? Mais ma mère est morte il y a 20 ans. Les 2 hommes s'étaient expliqués. Et ils avaient compris. Ils avaient compris que la vieille Dalila les avait dévalisés et volés. Alors le teinturier avait pensé aux enfants.
de la vieille femme. Il était monté à l'étage, suivi par le conducteur d'âne. Et pendant ce temps-là, Hassan, qui était au premier étage, nu, il s'était impatienté, il était monté au deuxième étage, et il avait trouvé Keltoum, et il l'avait plaqué le cordon, et il disait, regarde si j'ai la moindre tâche. Et elle avait hurlé comme une folle. Elle était sûre que c'était le fils des traqués du stage. Elle lui avait dit, mais regarde, je n'ai plus rien, tu n'as rien arraché, ne me touche plus. Et alors? Le teinturier était arrivé à ce moment-là avec le conducteur d'âne. Il avait tout. Il s'était expliqué. Et ils avaient compris que par Dalila, ils avaient été bernés, spoliés, dévalisés et volés. La femme Keltoum, on lui avait trouvé des habits, elle était rentrée chez elle. Hassan avait trouvé des habits, il n'était pas rentré chez lui. Les trois hommes avaient décidé, coûte que coûte, de retrouver la vieille Dalila et de lui demander de tout rendre. Ils étaient partis dans les rues de Bagdad, mais pour augmenter leur chance de la retrouver, ils s'étaient séparés. Et c'est le conducteur d'âne qui l'avait retrouvé. Il lui avait dit, rends-moi mon âne. Et elle s'était inclinée, elle lui avait dit, regarde, tu vois comme je suis vieille, je suis fatiguée, c'est à cause de la misère. Je n'ai pas voulu te voler, je te l'ai emprunté. Ton âne d'ailleurs, il est là dans la boutique du barbier. Laisse-moi aller le chercher et on te le rendra. Elle était vers le barbier, puis il dit, écoute, barbier, j'ai un problème. Tu vois cet homme qui est là-bas, c'est mon fils. Il est complètement fou. Voilà, il a attrapé une maladie, on ne sait pas pourquoi, mais depuis lors, il n'arrête pas de dire, rends-moi mon âne, rends-moi. Et je te jure sur la tête de mon ancien mari qu'il n'a jamais eu d'âne. J'ai fait tous les médecins possibles. Il y en a un qui m'a donné une solution. Il paraît que c'est une très bonne... Il faut lui arracher toutes les dents et la maladie lui sortira par la bouche. Le barbier a été d'accord. Et puis c'était son métier aussi. Il était sorti, s'est approché du jeune homme. Et le jeune homme lui avait dit, rends-moi mon âne. Il lui avait dit, oui, viens mon ami. Et il l'avait poussé dans la boutique, et encore poussé au fond de la boutique, et là il l'avait attrapé, prêt à lui arracher les dents. Mais l'homme ne s'était pas laissé faire, il s'était enfui dans la rue, et le barbier lui avait couru après. Il l'avait plaqué au sol, les deux hommes avaient crié, autour d'eux, la foule s'était amassée. Il était arrivé, le teinturier, accompagné d'Hassan, qui avait regardé, qui avait reconnu leur compagnon, et il l'avait extirpé des bras du barbier, et les quatre s'étaient expliqués. Et ils avaient compris. Ils étaient rentrés. Ils étaient rentrés dans la boutique du teinturier. Et là, Dalila. Ben, elle avait tout quitté. Dépouillé, le barbier. Les quatre hommes avaient décidé non seulement de la retrouver, mais de la traîner devant le juge. Et c'est de nouveau le conducteur d'âne qui l'a retrouvée. Elle s'était déguisée en aveugle, elle ne l'avait pas vu venir. Elle l'avait saisie par le bras. Et il ne l'avait pas lâchée. Et il l'avait menée jusque devant la maison du juge. Et il avait été rejoint là-bas, par Hassan, par le teinturier et le barbier. Oui, mais le juge n'avait pas pu les recevoir, il était occupé. Il avait demandé aux hommes de l'attendre avec la vieille, dans la salle, avec les gardes. Mais ils avaient attendu. Mais longtemps. Ben oui, la nuit était tombée. Et du coup, les hommes s'étaient assoupis. Dalila. On avait profité. Elle s'était levée. Elle avait été vers un garde et lui avait dit, j'ai de la pisser. Trouve-moi un endroit. Les quatre hommes s'étaient levés et avaient interdit à Dalila de sortir. Et Dalila avait dit, si je dois me retenir, si je continue comme ça, je vais pisser par la bouche. Le plus jeune des gardes, qui était aussi le plus fort, il avait dit, ne vous inquiétez pas. Je vais l'emmener au hammam et moi je resterai devant la porte. Et il avait fait ce qu'il avait dit. Oui, mais elle n'a pas fait ce qu'elle avait dit. Elle avait regardé autour d'elle, il y avait là les femmes. Elle parlait, elle se brossait, elle se frottait, elle s'amusait, elle buvait, elle mangeait, Et Dalila avait reconnu le visage de la femme du juge. Peut-être qu'elle pourrait l'arnaquer. Elle était arrivée vers elle, lui a dit, c'est toi la femme du juge, je te reconnais. Moi, je suis femme de marchand. Voilà. Ton mari, le juge, a commandé 4 mamelouks à mon mari. Il les a trouvés, il aurait pu les amener, mais seulement il est tombé malade. Alors c'est moi qui le fais à sa place. Tu vois, les 4 hommes sont là. La femme s'était levée. Elle avait vu la silhouette de 4 hommes,
Elle avait été chercher l'argent, 2000 dinars, elle avait donné à Dalila. Et Dalila s'était empêchée de filer. Par la porte-fenêtre de derrière. Et puis, une heure avait passé. Quel juge était arrivé? Et sa femme lui avait tout expliqué. Des mamelouks? Mais j'ai jamais commandé de mamelouks. Oh, il avait été vérifié. Et les hommes avaient dit nous, des mamelouks, mais non, pas du tout. Et les 4 hommes avec le juge, c'était expliqué. Le juge avait décidé que le lendemain, à la première heure, il enverrait ses gardes à travers tout Bagdad et qu'il ramènerait, coûte que coûte, Dalila, morte ou vive. Il l'avait retrouvée chez elle, tout simplement, Il l'avait amené. dans la salle du tribunal. Ils étaient tous là. Il y avait Hassan, il y avait la Keltoum, accompagné de son mari, le prince, qui était revenu. Il y avait là le teinturier, il y avait là le conducteur d'âne, le garde et le barbier. Et le juge, qui lui avait sommé de s'expliquer. Et Dalila avait dit, je parlerai. Je parlerai, mais seulement devant le calife. Et quand je le verrai, je promets que je rendrai tout à tout le monde. Il l'avait cru. Il l'avait emmené devant le calife, qui les avait reçus. Et tous s'étaient mis à parler, à vociférer, à s'expliquer. Le calife avait demandé le silence. La seule qui n'avait rien dit, c'était Dalila, qui dans son coin riait. Alors le calife lui avait dit, et toi, qu'as-tu à dire? Et Dalila, en riant, avait tout expliqué par le menu. Elle avait expliqué comment elle avait berné Keltoum. Et spolié le jeune Hassan. Elle avait dévalisé le teinturier. Elle avait trompé le prince, Charles Tariq. Elle avait volé le marchand d'âne. Elle avait dévalisé, dépouillé le barbier. Absolument, et elle avait dupé le garde. Elle avait arnaqué le juge. Elle l'avait tellement bien raconté que le calife avait éclaté les yeux. Et puis, il lui avait dit, mais tu mérites la prison, tu mérites une grosse amende, mais moi, après t'avoir entendu, je décrète que tu seras exceptionnellement pardonné, mais à une condition, c'est que tu rendes tout à tout le monde. Et je décrète aussi qu'à partir du mois prochain, tu recevras, comme tu le dois, une pension pour ton défunt mari. Depuis ce jour-là, à Bagdad, tout le monde connaissait Dalila Lamaline. Et tout le monde la respectait. Et tout le monde l'admirait, et même les marchands. Quand il la voyait arriver, il la saluait avec respect. Mais ils gardaient un œil attentif sur toutes leurs marchandises. On ne savait jamais